Bien le bonjour et bienvenue au module 3. 3 domaines en silo. En fait, je faisais référence à ce thème quand je vous ai dit tout à l'heure que l'APA mettait en garde, attention, la prévalence, c'est difficile d'avoir des données qui sont représentatives de l'ensemble de la population parce que tantôt elles se font en milieu carcéral, ces études, tantôt elles se font auprès d'un individu commun qui n'est pas institutionnalisé ou en milieu carcéral. Alors, ça donne des données extrêmement différentes, extrêmement diverses, et il est important, en tant qu'intervenant psychosocial, d'avoir en tête que ces 3 silos sont bien souvent imbriqués les uns dans les autres et viennent donner une vision très confusante. C'est très difficile de démêler toutes ces informations qui sont malheureusement très souvent contradictoires l'une avec l'autre. Donc, les 3 principales visions du BDSM qui entrent en contradiction l'une avec l'autre. D'abord, la première, c'est que ça contribue à la hausse des crimes sexuels. Donc, c'est vraiment une image qui est alarmante. Et attention, on ne va pas aller favoriser la lecture érotique, la pornographie, tous ces éléments en lien avec la fantaisie sexuelle associée au BDSM parce que ça pourrait contribuer à augmenter le nombre de passages à l'acte chez les individus qui s'y exposent. Totalement dans une autre direction, ça contribue à la paraphilie, à la pulsion, au mal-être, au dysfonctionnement, à la souffrance. Et dans une toute autre direction, complètement à l'opposé, c'est une variante de la sexualité humaine, de l'agentivité sexuelle. Ça permet de s'autodéterminer, ça permet de pouvoir déterminer qui on est, de pouvoir se réapproprier son propre corps. Très difficile quand on a ces 3 domaines d'études qui nous donnent des données complètement à l'opposé l'une de l'autre. Alors, petite capsule, l'agentivité sexuelle, c'est un vieux concept revampé. Ça existait il y a longtemps, mais dans les dernières années, on l'utilise beaucoup plus et ça signifie la capacité qu'une personne a de s'autodéterminer, de contrôler sa propre sexualité, son propre corps. Donc, on considère dans ce concept que l'humain est un agent actif de son propre corps et du rapport que celui-ci entretient avec lui. Alors, petite capsule linguistique fermée. Le domaine du crime sexuel. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches sur un moteur de recherche ou encore aller voir ma liste de références à la suite de ce PowerPoint. Cela dit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de données, surtout des données qui nous viennent de Service carcéral Canada concernant le rôle que les fantasmes vont jouer au niveau de la croissance des violences sexuelles ou des violences sadiques ou encore en série. Alors, très intéressant comme lecture parce que définitivement, c'est quelque chose qui existe. Ça pourrait amener d'être exposé à des images, des scènes, à commettre davantage des crimes sexuels violents, à avoir plus de pulsions, plus d'obsessions, moins d'empathie, on banalise la souffrance de l'autre, on a même peut-être une hostilité face à l'autre, une escalade s'ensuit, des fantasmes paraphiliques, ça a une incidence sur la violence sadique, sexuelle en série. Donc, Service correctionnel Canada lève le flag. Donc, on est en train de dire « Hey, alerte! » Il y a vraiment quelque chose de préoccupant derrière ça. En parallèle, on a aussi les articles qui à la fois s'ancrent dans la psychopathologie en disant ces gens sont souffrants. Il y a une souffrance réelle, surtout liée au masochisme, au sadisme. Comprenons bien le processus mental, les impacts que cela a sur la structure de personnalité. Et dans le même domaine, on a d'autres articles qui disent « Hey, attention thérapeute, attention toute personne qui intervient au niveau psychosocial. » Parfois, malheureusement, on peut penser que tout le monde est dans cette situation et ce ne sont pas tous qui ont un fantasme qui est paraphilique, donc qui a un intérêt de nature paraphilique qui est différent de la norme,
qui automatiquement a un trouble de paraphilie. Et attention parce que ça peut être préjudiciable pour beaucoup d'usagers ou de patients qui utilisent nos services. Donc, l'exposition à répétition augmenterait la fantasmatique déviante. On aurait plus d'impulsivité, plus de pulsions, une croissance de pensées qui sont associées à la lecture au premier degré. Donc, on va lire ce qu'on va voir dans la vidéo ou encore on va s'arrêter au plaisir sans prendre le temps de décortiquer la fonction que ça a. Et ça va nourrir aussi des stéréotypes, autant chez nos clients que chez les professionnels. Ouais, ils sont pas du même ordre, mais chez les professionnels de la santé, parfois ça peut nourrir des stéréotypes de généraliser. En fait, que automatiquement une personne qui a un intérêt sexuel qui dévie de la norme va automatiquement avoir un trouble de paraphilie. Donc, encore une fois, faire attention à cela. Et notre troisième silo, notre dernière direction vers laquelle une personne peut aller pour interpréter le BDSM, c'est notre fameuse agentivité sexuelle, notre fameuse diversité de la fantaisie sexuelle. Il y a des gens qui vont sentir qu'ils se réapproprient leur corps. Il y a des gens à qui ça va servir. On pourrait parler d'une femme qui a des douleurs à la pénétration, qui a vécu une relation de violence conjugale et que pour elle, à travers du BDSM, du cadre, de la façon que c'est organisé, de la façon où elle va pouvoir se placer, finalement, ça lui permet de se réapproprier la sexualité, alors que jadis, il y avait beaucoup d'évitements qui étaient faits en lien avec les différents comportements sexuels. On peut voir qu'il y a une partie artistique, autodéterminante de qu'est-ce que j'aime, comment je veux le faire, qui va se voir chez plusieurs personnes et une réappropriation qu'on peut voir. Entre autres, je le vois chez, par exemple, un homme qui a vécu un trauma sexuel, un traumatisme sexuel passé, une série d'abus, et qui, cet homme, à travers le BDSM, va pouvoir choisir ça. Ça me fait du bien, ça me plaît, ça m'excite, je le conserve. Ça fait trop écho à mon ancienne situation d'abus, je veux le laisser aller. Et donc la personne peut s'approprier, moi ma sexualité, je ne veux pas qu'elle dépende et qu'elle découle uniquement de ce que j'ai vécu comme traumatisme, mais je veux me l'approprier pour pouvoir la vivre telle que je souhaite la vivre et non pas la vivre selon comment les professionnels de la santé vont me dicter que ça devrait être plus sain ou moins sain. Donc, encore une fois, ouvrons-nous à cette belle curiosité de comment les gens se l'approprient. Donc, allant dans le même sens, c'est une diversité. En fait, on diversifie qu'est-ce que l'érotisme humain. Peut-être que la personne a un intérêt de nature paraphilique sans que ça en soit. Certaines personnes vont mentionner que ça leur a aidé à rehausser leur estime d'elles-mêmes. Certaines personnes vont s'arrêter uniquement aux sensations, au niveau physiologique, endocrinien, tégumentaire. D'autres personnes vont aller de l'avant avec la désirabilité. Je me sens désirée ou désirée par mon partenaire. Certains autres vont dire « Jamais je me suis sentie autant en connexion, autant en phase avec l'autre. » Très souvent, la raison pourquoi on érotise quelque chose touche à quel point ça nous fait vibrer, à quel point on se sent vivant, à quel point on se sent désiré, en connexion, vu, à quel point on se sent que ça rehausse notre valeur, qu'on est bien. Très souvent, ça touche un de ces thèmes, ou peut-être même que ça vient nous aider à reprendre possession de quelque chose qui fut jadis anxiogène, traumatique ou autre. Si c'est le cas, on est généralement dans les variances de la sexualité humaine, dans en fait, dans la gentilité sexuelle, dans le fait de contribuer positivement à la sexualité de la personne. Donc, à travers la sensorialité, on peut aussi inclure le dom space, le subspace, l'état méditatif, la pleine conscience. Donc, 3 thèmes, je vous fais un petit wrap-up, un petit résumé en fait. Service correctionnel Canada, ça contribue à rehausser les crimes.
la la psychotraditionnelle ou, attention, la surexposition pourrait augmenter pulsion et paraphilie. Et l'agentivité sexuelle, on est complètement ailleurs. Ça peut être une variante, oui, de nature paraphilique, mais qui est totalement saine et qui prend une place positive dans l'autodétermination de la sexualité chez la personne. Alors, j'ai beaucoup parlé de paraphilie, de troubles paraphiliques, d'intérêt à nature, donc ça peut être un peu mélangeant. Je vous ai fait un petit tableau pour résumer. Alors, le trouble de paraphilie et le BDSM non consensuel, ça amène une altération du fonctionnement, un caractère pulsionnel, une souffrance cliniquement significative, une détresse, l'érotisation d'une vraie souffrance et pas d'un jeu de rôle. Alors que on peut aussi être dans la personne a un intérêt atypique, un intérêt de nature paraphilique, un intérêt qui est associé à quelque chose de non normatif, mais qui prend quand même une place positive et qui n'est pas un trouble et qui est une alternative à la sexualité dite vanille, donc romantique. Et la normophilie. Bon, bien difficile de parler de paraphilie, d'attrait, de variance dans l'érotisme humain, sans parler de normophilie. Donc, qu'est-ce qui est normal d'érotiser? Alors, attention, on garde toujours ces petites nuances. Attention, ce n'est pas parce qu'une personne a un intérêt de nature paraphilique qu'il a une paraphilie. Ça va être important pour la suite des choses. Alors, l'APA, l'American Psychiatric Association, définit la normophilie comme étant le développement d'un intérêt sexuel qui implique une stimulation génitale avec une personne qui est morphologiquement constituée envers une tierce personne, adulte, humaine et consentante. Alors, quand on a cette définition en tête, on se met à s'imaginer, il y a plusieurs personnes que ça exclut. Quelqu'un qui n'est pas morphologiquement constitué, donc qu'il a eu l'ablation d'un membre. Quelqu'un qui érotise non pas d'avoir du sexe avec une tierce personne, mais plutôt, c'est à la mode, avec l'intelligence artificielle. Ou encore, qui est très excité par rapport à un objet, à un fétiche, sans nécessairement ne pas être capable d'avoir de sexualité sans cet objet, mais qui a quand même un fort attrait. Alors là, on s'est posé la question, c'est quand même particulier, ça exclut quand même beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est la normophilie? Ça serait quoi la bonne définition? Et surtout, qu'est-ce qui est normal d'être érotisé? Alors, les travaux du docteur Joyal, je trouve qu'ils sont particulièrement éclairants dans ce sens. Alors, si c'est un domaine qui vous intéresse, vous pouvez toujours aller lire ses études. Il a vraiment produit beaucoup d'études. C'est un professeur titulaire au département de psychologie de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans son background, il y a un CV impressionnant, post-doctorat en psychiatrie légale, en neurologie, doctorat en neuropsychologie, maîtrise en psychologie, donc il y a vraiment plusieurs cordes à son arc. Et au courant d'une période où il supervisait une étudiante, il est arrivé une question de mais qu'est-ce que la femme... En fait, qu'est-ce qui est normal d'érotiser? Qu'est-ce qu'on devrait être excité? À partir de quand ce n'est plus normal? Qu'est-ce que la normophilie? Et en essayant de faire une recherche sur ce sujet, ils se sont rendus compte que finalement, on n'avait pas grande donnée, pas grande base statistique solide pour pouvoir étayer la définition de la normophilie que l'APA avait produite. Alors, s'en est suivi plusieurs champs d'intérêt connexes et associés au BDSM aussi, entre autres. Donc, une étude que j'aimerais reprendre du docteur Joyal est celle qu'il a publiée en 2015, qui est très intéressante parce qu'il a pris un vaste échantillonnage. Il a commencé d'abord téléphonique, ce qui est quand même assez
rigolo, disons. Imaginons un appel téléphonique pour nous demander si on veut participer à une étude à l'heure du souper avec notre famille et on se fait demander quels sont nos fantasmes. Finalement, l'étude téléphonique avait un peu moins la cote que l'étude en ligne où les gens pouvaient répondre n'importe quand. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on offrait un échantillonnage non clinique, non carcéral. Vraiment des gens de tout horizon. Des gens où on s'est intéressé à quels sont vos fantasmes sexuels. Des gens qui sont très représentatifs de la population et non pas des gens uniquement en prison ou en thérapie. Et ce qu'on a vu, ma foi, a révolutionné ou plutôt a saisi le domaine psychosocial parce que 57% de son étude en population générale avait des fantasmes sexuels qui satisfaisaient les critères de définition d'une paraphilie. Attention, encore une fois, à ne pas confondre avec un trouble bien enraciné, mais avec la paraphilie, un intérêt qui n'est pas dans la normophilie finalement. Alors, les conclusions de son étude, c'est hey, attention, c'est peut-être pas si non normatif que ça. C'est peut-être assez normatif d'un point de vue de statistiques, sur une base statistique. Et une de ses recommandations à la fin de son étude fut que les instances en santé mentale doivent cesser de stigmatiser les individus ayant des fantasmes, entre autres de BDSM ou des fantasmes qui sont jugés comme pas normales, alors que ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tout à fait normaux. Les fantaisies imaginatives ne sont donc pas anormales sur une base statistique, mathématique, sur une base qui s'intéresse à ce que les gens, de manière générale, peuvent avoir dans leur imaginaire érotique qui est très secret, dans leur jardin secret. Donc, il faudrait centrer davantage notre attention sur la détresse psychologique, sur l'altération du comportement, sur les critères de diagnostic réels de la paraphilie et cesser d'automatiquement lever un signal d'alarme parce qu'une personne confie avoir des intérêts sexuels qui ne sont pas traditionnels de ce qu'on croit être traditionnel, normal, alors que finalement, ce ne sont pas des fantaisies anormales. Si ça vous intéresse, c'est vraiment une étude que je trouve intéressante à lire. Alors, vous trouverez la référence aussi à la fin. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout seul dans l'intervention? Quoi faire? Parce que c'est pêle-mêle, hein? Ça nous envoie dans des directions très contradictoires. Alors, d'abord, qu'est-ce qui est aidant? Comprendre où la personne se situe avant d'intervenir par rapport à nos 3 grands domaines. Où la personne se situe. Réfléchir à quel est le bon niveau d'intervention. Avoir des interventions éclairées en fonction d'où elle se situe. Si la personne se situe dans un risque au plan carcéral, on n'aura pas du tout les mêmes interventions. On va vouloir lever le doute, bâtir un réseau de sécurité, s'assurer que la personne est référée vers les bonnes instances parce que malheureusement, si on travaille en bureau privé, ce n'est pas sécuritaire de travailler avec une personne qu'on juge à risque, par exemple, susceptible de sadisme sexuel et que la personne a réellement une érotisation quant au non-consentement, ben de travailler de soir dans un bureau où on est seul à travailler dans ce bureau, c'est peut-être pas la chose la plus sage. On devrait peut-être référer au CDS, on devrait peut-être référer au CLSC, on devrait peut-être aussi, si jamais on sait que la personne a un passage à l'acte imminent, ben peut-être qu'on pourrait composer le 911 si on se sent vraiment en danger. Par contre, attention, on ne veut pas briser le secret professionnel si ce n'est pas un risque de nature imminente qui altère la sécurité, la santé de la personne. Alors, petite capsule, hein, ce n'est pas parce que quelqu'un, on le suspecte de sadisme qu'on peut composer le 911 et empêcher la personne de commettre un crime, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très concret, d'imminent qu'on va court-circuiter avec ça. Avoir une attitude d'ouverture, en fait. Avoir une attitude d'intérêt, de curiosité. Vouloir connaître davantage l'individu qui se retrouve devant nous.
Surtout, attention à notre propre non-verbal. On peut favoriser le non-jugement, mais avoir des mimiques corporelles, ouf, ça doit pas être le fun de ressentir ça, ou d'avoir des mimiques corporelles qui clairement montrent qu'on juge les pratiques de la personne, qu'on ne comprend pas comment quelqu'un peut érotiser ça. Donc, on veut éviter d'être dans le jugement, euh, éviter d'être dans la pathologisation, pré-évaluation. Ah, on va commencer par s'intéresser, avoir cette curiosité, bien comprendre la fonction que ça prend dans la vie d'une personne avant de commencer à lui dire qu'elle a un trouble. On veut aussi valider et normaliser ses intérêts si notre évaluation nous a montré qu'elle ne se situe pas dans la psychopathologie ou dans le crime. On veut respecter surtout le besoin du client. Et ça, c'est important. C'est pas parce que moi, je trouve que c'est préoccupant et que ça devrait être adressé dans mon suivi auprès de cette personne que cette personne me consultait pour ça. Peut-être que pour lui ou elle, ce n'était pas du tout un besoin et ce ne l'est toujours pas. Ça ne fait que partie de l'univers dans lequel il ou elle évolue. Alors, bien important de revenir aux besoins de la personne et non pas aux besoins que nous, on aimerait explorer davantage. Alors, il y a parfois des domaines où on n'ira pas explorer la fonction parce que c'est pas du tout le cas. Si on parle de coaching parental, c'est pas pertinent d'aller là-dedans, à moins qu'il y ait des liens, là, mais de manière générale, ce n'est pas du tout pertinent. Si, je sais pas moi, on est dans de la gestion de conflits, une rupture, c'est pas des thèmes qui sont associés à la place que le BDSM prend dans la vie de la personne. Et de toujours se référer aux critères diagnostiques du DSM-5TR. Alors, quand on évalue, est-ce que la personne, elle est souffrante? Est-ce que ça altère son fonctionnement? Est-ce que ça la met à risque de crime? On va s'assurer on est dans quel domaine. Mais c'est pas à nous, dans bien des travails, de toute façon, ce n'est pas à nous de poser un diagnostic si c'est votre situation. Par contre, référez-vous aux critères de diagnostic du DSM-5TR. Et essayez d'opter pour des questions ouvertes. Parlez-moi-en plus. J'en connais peu sur ce milieu, expliquez-moi. Donc, posez des questions. Et si jamais vous avez vraiment un malaise, que vous n'êtes pas apte à intervenir de manière objective, de manière neutre, sans jugement, alors on est peut-être mieux de référer. Et est-ce qu'on peut référer d'une façon respectueuse, en disant « Hey, je connais quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, j'aimerais ça vous référer. » Sûrement que cette personne-là pourrait mieux vous aider, vous accompagner parce qu'elle connaît très bien le milieu. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on ne va pas référer sous une forme abandonnante. On va référer vers une ressource qui est davantage spécialisée, davantage à l'aise avec ce thème. S'il y a des choses qui peuvent être aidantes, il y a généralement des choses qui peuvent nuire. Qu'est-ce qui pourrait nuire lorsqu'on intervient? Bon, d'abord, la compréhension de la personne, encore une fois, je reviens. Si je ne comprends pas où la personne se situe, si j'interviens sur un mauvais volet, si je suggère des pistes à quelqu'un qui est clairement évalué comme étant dans la possibilité d'être dans le crime, dans le trouble, ça ira pas dans la bonne direction. Ça pourrait même me mettre, moi, ma sécurité à risque. Donc, de bien évaluer la personne, où elle se situe, c'est important. Autant positivement que négativement. Si on se met à juger, à juger, tantôt je faisais des petites faces, ouf, ça doit pas être le fun, ça. Donc si mon non-verbal, il faut que j'en sois conscient et consciente, là, soyons conscients de nos réactions. Alors, toute forme de jugement, habituellement, ce n'est pas tant aidant dans la relation. Un regard préalablement teinté d'une de ces trois sphères et un regard qui n'évalue pas ou qui n'a pas qui n'est pas capable de s'adapter en fait au fait que ça peut être un, mais ça peut être l'autre aussi. Et si notre regard a des œillères et qu'on a l'impression que c'est uniquement cette voie,
ça peut être nuisible pour la personne qui nous consulte. Une impulsivité dans l'intervention. Donc encore une fois, on intervient vite. Autant au plan positif, dire à quelqu'un qui finalement qui s'ancre davantage dans la violence, dans le délit, et de lui dire « Ah, vous savez, ses intérêts sont tout à fait normaux, tout à fait adéquats », ça peut autant nuire que de faire tout le contraire, de dire « C'est vraiment problématique et très préoccupant que vous ayez ces intérêts à quelqu'un qui finalement était dans la gentilité sexuelle. » Ça peut nuire aux deux. Émettre un soupçon diagnostique avant même d'avoir discuté de la place que ça prend dans la vie de la personne. Encore une fois, faire intrusion dans l'intimité alors que ce n'est pas un motif de consultation. Alors, on reprend tous les mêmes éléments, mais on les inverse. Si quelqu'un consulte post-rupture pour se relever et que ceci fait partie de son univers fantasmatique, on le sait parce qu'on a abordé la sexualité avant, ça sera pas aidant de commencer à tout mettre sur le dos du BDSM. Ce n'est pas la raison de tous les maux. Alors, il peut avoir des liens, ça pourra peut-être être intéressant de les explorer, mais ce n'est pas un automatisme de faire intrusion dans l'intimité de la personne au plan de la fantasmatique si ce n'est pas du tout en lien avec le motif de consultation. De considérer que la personne a un trouble, puis qu'il faut absolument l'éliminer sans égard à aucune particularité individuelle. Ou encore donner trop d'importance au BDSM par rapport au motif que la personne avait. On peut avoir aussi un point, si on inverse tout, c'est sage de poser des questions. « Ah, je connais plus ce milieu, informez-moi plus. » C'est sage de le faire. Par contre, si la totalité de notre rencontre va nous servir à nous éduquer, à nous donner de l'information, à augmenter notre compréhension, nous ne sommes pas là pour faire de la formation continue. Ce n'est pas nous qui payons, c'est le client qui paye. Alors, il faut vraiment faire attention à ne pas utiliser la rencontre entière pour se familiariser avec un sujet. Bien sûr, vous avez des clients qui ne payent pas, qui consultent dans des organismes communautaires, dans des centres, qui n'ont pas de frais liés à la consultation, mais il en demeure que c'est la même chose. Ils ont un besoin quand ils arrivent. S'ils sont allés vers une ressource, c'est qu'ils avaient besoin. Et c'est bien important de ne pas utiliser toute la rencontre pour qu'on puisse se familiariser avec un sujet. Ça va limiter l'aide qui pourrait être offerte et ça ne prendra pas une place positive. Et finalement, décider à la place de la personne qu'il vaut mieux réduire, modifier ou arrêter carrément le BDSM. Et ça, je trouve que c'est bien important parce que des fois, on peut se dire « c'est sûr à 100% que ça prend une place négative dans la vie de la personne. » Je pense à une situation que j'ai souvent vue en thérapie. Un client ou une cliente qui érotisait une scène d'abus sexuel qu'il avait déjà vécu à l'enfance. D'un point de vue thérapeutique, en tant que clinicienne, moi, sur le coup, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ça doit être négatif, ça doit prendre une place négative. Ça doit pas être très sain de se masturber en pensant à l'agression sexuelle qu'on a vécue quand on était jeune. La première fois que j'ai entendu ça, c'est le discours que j'ai eu mentalement. Et c'est le discours que je pense que plusieurs thérapeutes peuvent avoir aussi, de se dire, ouf, ça doit pas être très sain. Dans beaucoup de cas, c'est pas très sain. J'ai été étonnée de voir que la personne arrivait à dire ça prend une place négative, je veux l'exclure, alors que ça peut en prendre une positive pour telle et telle raison. Restons curieux, restons intéressés à comment la personne le vit, parce que bien au-delà de l'étiquette que nous allons poser, ce qui est important, c'est quelle place ça prend dans la vie de la personne et comment elle se retrouve à tous les jours avec. Alors, attention au jugement, en fait. Ne jugeons pas trop vite. Donc, en résumé, en fait, on doit tenir compte des nuances entre crime, psychopathologie, agentivité sexuelle. Et c'est vraiment important de voir où la personne se situe. La qualité de l'intervention pourrait vraiment être altérée si on visait le mauvais domaine. Alors, sur ce,
le module se termine et j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion. J'aimerais savoir si vous êtes capable de bien situer l'endroit où le couple, dans cette annonce d'IKEA, se situe. Alors, où est-ce qu'il se situe dans nos 3 grands domaines en silo? Saurez-vous bien viser? Parfois, ça nous prend une image, quelque chose de très concret pour comprendre qu'un jeu de rôle qui inclut par exemple le pet play, donc des jeux animaliers comme ça, ce ne sont pas des gens qui semblent avoir une grande pulsion ou présenter un grand danger l'un par rapport à l'autre. Alors, de comprendre que ça peut faire partie de l'agentivité sexuelle, que ça peut faire partie de la diversité, du foisonnement de la fantasmatique humaine. Je trouve que le vidéo y est bien placé, touche humoristique en plus, il est bien placé pour nous le présenter. Alors sur ce, je vous laisse et j'espère vous retrouver dans le prochain module.